Au XIXe siècle, les tapissiers intègrent des ressorts dans la garniture des sièges. Pour améliorer la stabilité, ils développent des techniques de sellerie qui leur permirent de maintenir, de contrôler et de façonner le rembourrage. Technique employée autrefois dans la confection des coussins, le capitonnage est né. Il existe 3 styles de capitonnage, le capitonnage en diamant, le capitonnage en biscuit et le capitonnage à canaux. Les 2 premiers styles peuvent comporter une finition en bouton profond ou peu profond ou une finition sans bouton. Le capitonnage en diamant est le style le plus utilisé, on le retrouve sur des meubles majoritairement en cuir ou en velours, le cuir grâce à sa durabilité et sa facilité de nettoyage. La réalisation du capitonnage en diamant par la méthode traditionnelle nécessite la dextérité du tapissier et beaucoup de précision dans l'exécution. Nous allons rappeler quelques règles pour y parvenir. Tout d'abord, les matières utilisées sont les sangles en lin, elles sont posées pour constituer la base de l'assise. Les ressorts, inventés au XIXe siècle par un forgeron allemand et brevetés en 1822, ils sont utilisés pour apporter de la souplesse, améliorant ainsi le confort du mobilier. La toile forte, elle isole le crin des ressorts ou des sangles. Elle est cousue avec des ressorts pour limiter son usure par des frottements. Le crin animal, il est disposé régulièrement sur la toile forte, de façon à former un bourrelet qui sera enveloppé par la toile d'embourrure. La toile d'embourrure, elle emprisonne le crin afin de réaliser la cuvette par piquage. La toile blanche, utilisée pour la mise en blanc, sur elle est tracé les capitons. La ouate de polyester, elle empêche le crin de passer à travers le tissu, elle donne une finition lisse et parfaite au mobilier. C'est la surface à garnir qui déterminera les proportions des capitons. La largeur des losanges doit être égale en moyenne aux 2/3 de sa hauteur. Un bouton ne doit en aucun cas se trouver au centre de la garniture. L'ampleur, c'est l'augmentation des mensurations du tissu afin de permettre la formation des plis et des bosses. C'est elle qui conditionne l'aspect final des capitons. La garniture capitonnée se déroule en 10 étapes dont la première est le sanglage et la dernière la pose du tissu. Le sanglage dans le garnissage traditionnel se fait en général sous les traverses. Premièrement, tracez tous les axes, puis déterminez le nombre des sangles que peut contenir votre assise ou dossier. Ensuite, coupez la sangle droit fil et repliez-la sur 2,5 cm. Puis posez-la en la fixant avec les agrafes ou des semences. La pose de l'autre bout se fait en tendant la sangle à une tension optimale, la maintenir avec des agrafes, couper la sangle en laissant environ 2,5 cm que vous allez rabattre. Les sangles doivent être serrées ou espacées d'au plus 5 cm. Elles sont posées de manière à les entrecroiser, elles sont aussi posées dans des dossiers et les accoudoirs. Quand elles sont bien posées, vous allez entendre le son comme un tambourin si vous tapez dessus. La pose ou le guindage des ressorts. 3 paramètres sont à prendre en compte lors de l'achat des ressorts, le nombre de tours, la hauteur et la section du ressort. Les ressorts à section forte sont pour les assises et les ressorts à section fine pour les dossiers, accoudoirs et coussins. Les ressorts sont positionnés en fonction de l'espace à sangler. Pour avoir le bombage, vous pouvez mettre des ressorts de différents tours. Les ressorts sont symétriques et bien alignés pour un guindage réussi, les nœuds de pavillon sont orientés à 45 degrés vers l'intérieur. Marquez la position des ressorts sur les sangles, puis les coudre sur les sangles, avec 4 points de couture par ressort, formant ainsi un dessin régulier. La couture des sangles commence de l'avant de la chaise vers l'arrière. La longueur de la ficelle se détermine en multipliant le nombre des ressorts par 40 cm. Après la couture des ressorts, il doit falloir les abaisser à l'aide des cordes afin de régler la hauteur. C'est le passage simple ou le premier passage. Les cordes de rappel viennent nouer définitivement les cordes des ressorts, et enfin les cordes intermédiaires comblent les espaces entre les cordes et les ressorts. Pour renforcer le maintien des ressorts, une dent de scie est ajoutée. La pose de la toile forte, après le guindage des ressorts, on les couvre avec une toile forte. Les étapes de la pose de la toile forte sont les suivantes. Coupez la toile forte en ajoutant 5 cm sur les dimensions prélevées. Tracez les axes de la toile forte qui vont coïncider avec les axes du siège afin de garder la toile droit fil. Appointez les axes en tendant vers les angles puis appointez les angles. Coudre la toile forte avec les ressorts et non les cordes de guindage pour empêcher que la toile forte ne s'use par frottement. La mise en crin de la cuvette. Disposez régulièrement le crin sur la toile forte de façon à former un bourrelet qui sera ensuite rabattu. Le crin est emprisonné par la toile d'embourrure, c'est l'emballage. La toile d'embourrure est posée de la même façon que tout autre tissu d'ameublement, en respectant le droit fil. Ensuite, on réalise le piquage pour avoir la cuvette. Par rapport à la surface à rembourrer, on détermine les proportions des capitons, puis on trace les axes pour déterminer le centre du premier capiton. Coupez les ficelles d'environ 70 cm au nombre des boutons que vous avez obtenus après traçage. Placez les ficelles au niveau de chaque bouton en faisant un nœud provisoire. Les ficelles placées, on réalise les lacets afin de maintenir le crin et contrôler sa densité. Les lacets sont piqués de manière à ne pas emprisonner les ficelles. On détermine la hauteur de la garniture afin de mettre la quantité de crin animal nécessaire.
La mise en crin se fait de façon homogène en entourant le crin autour des lacets, en progressant rangée par rangée, en relevant les ficelles de serrage au-dessus du crin. La mise en blanc, la pose de la toile blanche donne la forme définitive du meuble. Sur la toile blanche est rapportée les proportions des capitons, plus l'ampleur. Par exemple, un losange de 12,5 cm de largeur, 17,5 cm de longueur et 3,75 cm d'ampleur deviendra 16,25 cm sur 21,25 cm sur la toile blanche. Les plis sont toujours orientés du haut en bas sur le dossier et de l'arrière vers l'avant sur l'assise. Les plis sont cousus à la machine ou travaillés à la main. Il est recommandé de commencer par le capiton central. Un régulateur de rembourrage peut être utilisé pour parfaire les plis. Les plis doivent toujours être orientés vers le bas sur le dossier d'une chaise et vers l'avant sur l'assise. La pose de la ouate. Après la mise en blanc, la ouate est posée afin d'empêcher le crin de passer à travers le tissu. Elle lisse et corrige les imperfections dues au rembourrage. Faites de grands trous dans la ouate pour indiquer où les boutons vont s'asseoir. Les ficelles sont passées et positionnées pour créer la forme des capitons. La pose du tissu. Les capitons ne sont pas tracés sur le tissu, par contre le tissu doit être impérativement droit fil pour réussir l'exécution des plis. Il est recommandé de commencer par le capiton central. Un régulateur de rembourrage est utilisé pour parfaire les plis. Les plis doivent toujours être orientés vers le bas sur le dossier d'une chaise et vers l'avant sur l'assise. Les tapissiers disposent de machines à boutonner pour fabriquer des boutons sécurisés et recouverts. La taille des boutons est proportionnelle aux proportions des capitons. La garniture capitonnée par la méthode contemporaine. Le capitonnage en diamant est un peu plus abordable par la méthode contemporaine grâce au sanglage élastique et à l'utilisation de la mousse. Il est également travaillé sur des contreplaqués de qualité. Malgré la facilité apportée par l'emploi de ces matériaux, néanmoins il a des secrets à connaître pour réussir parfaitement le travail des capitons. Traçage des capitons. Par rapport à la surface à rembourrer, on détermine les proportions des capitons. Avec une perceuse et un grand forêt, faites des trous au niveau de chaque sommet de la forme obtenue. Pose de la mousse. Utilisez une mousse à chair d'au moins 3 cm d'épaisseur pour permettre la formation des capitons. À l'aide de la colle néoprène, collez la mousse sur la plaque, puis tracez les capitons sur la mousse. Avec une scie à cloche, réalisez des trous dans la mousse au niveau des intersections. Utilisez un ruban de couturière pour déterminer l'ampleur des capitons. Cette ampleur sera utilisée pour déterminer les proportions des capitons à rapporter sur l'envers du tissu. Couvrir la surface supérieure de la mousse de ouate de coton. Utilisez un ciseau pour enlever le coton sur les trous et l'excédent autour des bords de la mousse. La taille des boutons est proportionnelle aux proportions des capitons. Commencez par travailler le capiton central. Utilisez vos doigts et le régulateur de rembourrage pour replier et plisser soigneusement l'excédent de tissu du diamant. Les plis doivent toujours être repliés dans le même sens, vers l'avant de l'assise ou vers le bas du dossier. Le capitonnage à canaux est un style de capitonnage que l'on retrouve sur des fauteuils, canapés, têtes de lit, murs et bien d'autres. Elle a été popularisée dans les années 70 et 80, elle est composée des canaux verticaux ou horizontaux équidistants, qui sont créés par la couture des couches de tissu qui sera remplie de ouate de coton ou de mousse. En conclusion, le capitonnage a été introduit au XIXe siècle pour stabiliser les garnitures rembourrées après l'emploi du ressort. Dans la méthode traditionnelle, la garniture capitonnée nécessite l'habileté d'un tapissier expérimenté. Aujourd'hui, le capitonnage est utilisé pour apporter de l'opulence aux meubles, on le retrouve sur les chaises et les têtes de lit modernes, où l'utilisation de la mousse facilite grandement la tâche.